Bonjour à tous. Alors j'espère que vous êtes encore solides. Ça doit être la 3e conférence, non, ce matin? Bon, il n'y a pas eu de break, il n'y a pas eu un petit pot au milieu. Bon, je vais essayer de vous garder réveillés donc, pendant cette petite heure en vous racontant un petit peu, à travers ma propre expérience, 2 siècles d'activité humaine dans la 3e dimension, avec une petite projection surtout vers l'avenir. On va se servir un petit peu du côté de la partie histoire et aller assez vite vers la partie future. 2 siècles pour atteindre les étoiles, entre parenthèses, dans le domaine de l'exploration de la 3e dimension. Et avec, à titre personnel, une vie pour gravir ces sommets. Je vous dirai dans quelques minutes un petit texte que j'ai préparé sur les sommets que nous avons à gravir, tous. Nous sommes tous inscrits dans une vie souvent délicate qui nous impose de regarder nos sommets avec franchise et détermination pour les gravir et nous relever chaque fois qu'on tombe dans une crevasse. Il y a des montagnards ici, vous êtes un pays de quand même un peu de montagne, de relief, donc vous voyez déjà un petit peu cette allusion. Ah. Je crois que c'est parti un peu vite. Alors, on va essayer. Bon, il manque un petit bout d'image. À travers une montagne, une image de montagne que j'ai connue il y a une 12aine d'années, quand, avec une petite équipe de la NASA, nous sommes partis vers l'Everest pour grimper et retrouver un de mes collègues qui allait gravir le sommet de l'Everest. Et nous sommes contentés d'aller au camp de base de l'Everest, et qui est quand même à 6000 mètres d'altitude, un peu plus de 6000 mètres, et faire face à cette montagne et se servir de cette image pour gravir ces sommets en une vie, faire face à un milieu hostile, donc tous les jours et en particulier en ce moment, faisons face à un milieu hostile, avoir l'esprit d'équipe, c'est important toute notre vie et en particulier en ce moment où l'esprit d'équipe en France n'a pas l'air d'être bien en place. En tout cas, ce sont les équipes qui restent les vainqueurs de toutes ces situations, le désir de vaincre, savoir se relever, savoir sortir des crevasses, faire face. Avant de passer à la suite, je vais vous lire ce petit texte sur ces sommets. Pas très pratique, mais bon, je vous tourne le dos. Désolé. Nous faisons tous face à une montagne que nous avons à gravir. Elle contient nos rêves, nos ambitions, nos succès, nos échecs, nos bonheurs, nos malheurs, nos joies, nos peines. Elle se modèle au cours de notre vie. Elle change pour plus nous attirer, pour nous aider à toujours persévérer. Elle n'est pas une plaine monotone et trop facile. Elle est ce noble obstacle drapé dans sa splendide blancheur sur un fond de ciel bleu ou de ciel nocturne dans la phosphorescence de son tapis d'étoiles. Alors j'espère que ce soir, vous allez le voir, ce tapis d'étoiles. La montagne nous appelle, les sommets chantent notre destin, notre appétit d'explorateur hanté par l'inconnu. L'altitude attire inexorablement, nous éloigne de la banalité de la plaine
nous entraîne vers ces hauteurs où l'inspiration remplacera la crainte. Elle est notre vie à tous, montagnards assidus au pied de leur sommet, au bord de leurs crevasses, toujours prêts à se relever, à encore grimper, toujours plus haut, pour trouver l'inspiration des hauteurs, loin des turpitudes et des pollutions de surface. Cette image est réelle, impersonnelle, de notre montagne à tous. Je ne vous dirai pas tout de la mienne, mais seulement ces quelques mots qui suivent. Né en 1938, j'ai vécu ma tendre enfance dans le bruit des avions allemands basés sur le terrain de Morlaix, à 1000 ou 2000 mètres de notre maison, également partiellement occupée par l'armée allemande. En 1949, alors en 6e au lycée de Morlaix, je découvrais, éberlué comme mes camarades, le spectacle des traînées blanches du premier avion volant à très haute altitude, sans doute un B-36 américain, défilant lentement d'ouest en est. Le rêve prenait place, la montagne prenait forme. Quelques années plus tard se dressait un autre sommet, la découverte et la passion dévorante de l'orgue liturgique. Grimper ces deux sommets ne serait pas chose facile, mais pourquoi pas. Début d'élève pilote à 16 ans, premier sommet à cette époque. Puis l'école de l'air, je vous montrerai quelques images tout à l'heure. Sa devise, toujours faire face, never give up, comme me dit un astronaute américain quand je débarquais à Houston en 1994. J'ai ensuite été pilote de chasse, puis pilote d'essai, et je vis arriver lentement ma première crevasse profonde, infranchissable en 1977. Les Français venaient d'être éliminés de la première sélection d'astronautes de l'Agence spatiale européenne. Le choc fut rude, et pour couronner cette injustice, j'ai terminé mon temps de pilote d'essai et fus muté en état-major, véritable purgatoire, loin des avions, loin de l'espace. Mes chefs m'avaient bien prévenu, « Chrétien, vous êtes trop vieux, et quand un Français ira dans l'espace, vous serez arrière-grand-père. » Bon, petit oubli de leur part. En septembre de cette même année, après avoir fait mes adieux aux essais en vol lors d'une dernière campagne d'essai au Texas, j'en profitais pour m'arrêter au NASA Johnson Space Center à Houston, sans la moindre amertume. La page était tournée, il fallait sortir de cette crevasse. Je décidai alors de viser l'autre sommet, devenir organiste de cathédrale. Mais la sagesse l'emporta. Je restais en état-major, fort heureusement, car notre président, M. Giscard d'Estaing, déçu et amer après l'échec français au recrutement ESA, acceptait la proposition de l'URSS, ce vol spatial miraculeux qui me sortit de ma première crevasse. Extraordinaire expérience, le rêve doublé de la découverte d'un autre monde, celui de l'espace sans politique et sans frontières, terre des hommes. Têtu comme un breton, non content de ce premier sommet, je me relançais dans une nouvelle escalade, rêvant de remettre ça avec succès, invité cette fois par M. Gorbatchev à revenir à la Cité des Étoiles. 3 années plus tard, une nouvelle crevasse s'amorçait sournoisement en 1992 lors de l'accord USA-Russie de coopération spatiale dans le programme de l'ISS. Je voyais la France disparaître à nouveau du paysage. Toujours têtu, je déclenchai une rencontre à Houston avec un grand ami de la NASA connu en 1985 lors du vol de Patrick Baudry et devenu ensuite directeur de la NASA à Houston, M. George Abbey, qui m'invita à venir aider les Américains à travailler avec les Russes. Expérience fabuleuse, trop longue à raconter, et qui me permit de voler sur la navette américaine et terminer ma carrière comme astronaute américain et adjoint de George Abbey pour les opérations internationales de l'ISS. Pardonnez mes cordes vocales, j'ai attrapé un peu froid ce matin. Et parallèlement devenir citoyen américain et français. Le coup de pouce involontaire vers ce sommet fut donné par M. Allègre, alors ministre de la Recherche et de l'Espace, connu pour son aversion
envers l'espace habité. Il déclencha devant moi une véritable avalanche en me demandant de prendre ma retraite à 60 ans en août 1998, alors en pleine activité à Houston sous pavillon du CNES. Le directeur de la NASA m'offrit instantanément de rester là-bas sous un autre drapeau. Je changeais vite de versant et sautais l'avalanche. Sauf M. Alec, lui, il est parti avec l'avalanche. Là-bas, pas de retraite. J'y suis toujours à 85 ans. Never give up. N'abandonnez jamais. Voilà, je me retourne vers vous. Désolé pour lire ça. Donc, face à votre montagne, face à vos crevasses, surtout les jeunes, n'oubliez pas, vous avez toujours cette image de cette montagne à gravir toute votre vie et vous relevez de ces crevasses. Revenons à l'espace. Alors, donc, les 2 premiers demi-siècles, donc ce siècle qui se termine au niveau de notre exploration. Alors, je n'ai pas de pointeur. Vous voyez la première moitié à gauche, de 1910 à 1960 et puis 70, un demi-siècle dynamique, les débuts de la montée dans la 3e dimension, la partie atmosphérique jusqu'à la limite de l'atmosphère, avec en 1961 le vol de Yuri Gagarin, et puis l'extension, le premier bond dans cette série de bonds que je vais vous montrer en 1970 et les années 70, le premier bond vers la Lune. Ensuite, un deuxième demi-siècle que j'appelle un peu la traversée du désert, avec néanmoins dans la partie spatio-atmosphérique 2 programmes ambitieux et fabuleux, le Concorde chez nous et le Space Shuttle chez les Américains. Et puis l'ISS. Et donc, on termine ce deuxième demi-siècle, 2020-2025, le deuxième demi-siècle, et avec une partie plate, suivie d'un nouveau bond qui s'amorce maintenant. Et donc, on a en quelque sorte, dans cette ascension de la 3e dimension, une série de bonds et qui correspondent, il faut trouver un petit peu une explication à cette politique un peu curieuse de bonds successifs, qui correspondent en fait à des périodes qui couvrent une génération et une génération inspirée par un ou plusieurs leaders, grands leaders. Donc, au début de l'aéronautique, ils étaient relativement nombreux. L'espace, on a eu côté américain, donc Von Braun, côté russe, Korolev, et donc ils ont entraîné derrière eux toute une génération, donc un demi-siècle d'une politique spatiale qui reposait sur ses ambitions. Cette époque est maintenant un peu terminée, à nouveau en transition, et je pense qu'un nom qu'on peut retenir aujourd'hui comme un nouveau leader de l'aventure spatiale, c'est, vous allez tous deviner, je vais voir si je peux faire un quiz, un test, c'est qui? Qui? Ah non, Thomas Pesquet, il est comme moi, il est un exécutant. Non, Elon Musk. Il y en a d'autres, mais le nouveau demi-siècle qui s'engage aujourd'hui repose en grande partie sur des ambitions, des compétences, et je répète, ces ambitions de personnes comme Elon Musk qui transforment à nouveau, c'est à travers un nouveau bond, et qui s'inscrivent pour le 3e demi-siècle. Et puis, toujours pas de pointeur, à la fin, donc 2075, alors on aura, on l'espère, donc l'installation sur la Lune,
dans relativement peu de temps. Peut-être un bond, une démonstration de l'aptitude humaine à aller sur Mars. Ça, c'est pas simple, donc c'est pas encore inscrit, mais c'est faisable. Suivi d'un troisième demi-siècle avec présence permanente sur la Lune. Et puis, sans doute, 50 ans après, l'installation, un nouveau bond. Alors, on ne peut pas aller au-delà de Mars, hélas. Il n'y a pas grand-chose à voir au-delà de Mars, mais l'installation permanente, donc, de l'homme sur la planète Mars. Alors, ça, je reviens un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure, l'exemple de la montagne. Une vie d'explorateur de l'espace reste une longue bataille contre l'échec. Vous vous souvenez sans doute de cette phrase du directeur des vols de la mission Apollo 13, Gene Kranz, qui avait dit « Failure is not an option ». L'erreur n'est pas une option. Et si on a le temps tout à l'heure, je vous raconterai ma sortie extravéhiculaire sur Mir en 1988, où nous avons dû faire face à pas mal de situations imprévues et une situation quasi catastrophique à la fin de la sortie, où effectivement il a fallu se souvenir à un moment de cette phrase « Failure is not an option ». Ah, ça ne marche pas. Bon, un petit peu de partie historique en ce qui me concerne. Mon premier sommet, ça a été l'école de l'air en 1959. Un très bon souvenir. Évidemment, c'était la jeunesse. Bon. Hein? D'accord, parfait. Merci. La suite, on essaye. Ah, il faut que je me serve de... D'accord. Ça, c'est... Oui, c'est pas de problème. Bien. Alors, parmi les sommets de l'école de l'air, apprendre. Voilà une petite photo prise dans notre classe. Faire face à toutes les situations, avoir un plan B. Alors ça, c'est important, avoir un plan B. Bon, là, on a fait semblant de plus savoir marcher sur les pieds. On nous faisait marcher toute la nuit, ce qui fait qu'on avait les chaussures usées, on avait mal aux pieds. Donc là, on apprenait à marcher sur les mains pour le cas où. Le plan B, marcher sur les mains. Bon, petite plaisanterie au passage, parce que j'ai l'impression que ça roupille un petit peu, là, non? Bon, ceux qui dorment, levez la main. Bon, c'est bon. Savoir se préserver. Alors, petite image, ça c'est le week-end. Hein. Le week-end, on était plus militaire. Donc, vous voyez là, sur le centre de vol à voile de l'école de l'air, la partie pique-nique. Bon, le pointeur. Ah, ça y est. Donc, vous voyez le casse-croûte à midi, nos instructeurs. Et puis, il y en a qui boivent du café. Ça, c'est les sérieux. Puis, il y a d'autres qui... Bon, ça doit être du jus de pomme ou du jus de raisin. Voilà. Un petit sommet. Et puis, 20 ans après, très exactement, face à mon second sommet, l'espace. Là, cette photo est prise dans la banlieue de la Cité des Étoiles. On devait simuler un atterrissage forcé, enfin un atterrissage de secours d'un Soyouz. Donc on était installé dans la forêt, il faisait moins 30 la nuit, et puis il devait faire plus 4-5 le jour, et on devait se fabriquer un abri avec les parachutes, et survivre pendant 48 heures, et essayer de dormir la nuit par moins 30 sous les parachutes. Alors je peux vous dire qu'on n'a pas beaucoup dormi, mais on était jeunes. Alors, savoir improviser en milieu hostile. Vous allez voir ici un petit film pris lors de la dernière mission sur la Lune.
Apollo 17, les astronautes américains revenaient d'un long parcours dans leur Jeep sur la Lune et ils sont arrivés avec une demi-heure d'avance. Donc ils devaient redécoller, vous voyez, bon, on va essayer de faire marcher leur engin de retour sur Terre est là. Eux, ils sont dans la Jeep. Ils ont enlevé, caché les caméras qui filmaient en direct, qui envoyaient les images à la NASA à Houston. Ils ont gardé leur caméra vidéo quasi personnelle. Ils ont pris ce film d'un rodéo sur la Lune. Voilà, vous allez voir la pauvre Jeep, la poussière, l'antenne qui décolle presque. Donc un Paris-Dakar sur la Lune. Alors ce film circulait secrètement chez les astronautes américains après ce vol. Et puis il est devenu un peu public ces dernières années. Il y avait prescription. Mais ça a été un encouragement pour les adversaires des vols habités. Ils ont dit non, c'est des robots qu'il faut envoyer dans l'espace, parce que ces gens-là ne sont pas sérieux. Vous voyez un peu ce qu'ils sont capables de faire. Alors, le futur. 50 ans après Apollo, le programme Artemis, donc le programme américain de retour sur la Lune, avec des images bien sûr de synthèse. L'objectif étant de s'installer sur la Lune le plus vite possible, d'avoir une station autour de la Lune et une base permanente sur la Lune. Les vecteurs, 2 lanceurs lourds, le NASA Space Launch System pour l'exploration lunaire et l'espace profond, et le Starship de SpaceX qui est en pleine démonstration. Le 4e vol de démonstration a été fait hier ou avant-hier. Le vaisseau spatial donc, dans lequel prennent place les astronautes s'appelle Orion, et une station en orbite autour de la Lune qui s'appelle Gateway. Voilà donc les vecteurs principaux du système. Et puis le HLS, Heavy Launch System, le Lunar System, module de descente sur la Lune, qui lui est fabriqué par SpaceX. C'était un lanceur donc fabriqué par Elon Musk. Le lanceur américain, donc, qui est le seul à avoir la capacité d'emmener des astronautes de la Terre vers la Lune. Quelques images, je passe les détails. Le vaisseau, la série des lanceurs, de SpaceX, Elon Musk, c'est pas aussi bien dessiné que les images de la NASA. Ça, c'est une particularité aussi de SpaceX qui communique par des moyens rudimentaires. L'orbite de la station spatiale autour de la Lune. C'est très particulière, donc il s'appelle NRHO, Near Rectilinear Halo Orbit. Elle n'est pas représentée à l'échelle ici. Sa grande particularité, donc, c'est l'éloignement. Donc 70 000 km à l'apogée et 3 000 km au périgée. Donc si on la mettait à l'échelle, effectivement, les branches latérales seraient pratiquement rectilignes, ce qui est un gros avantage au niveau de la navigation, du docking, etc. Donc cette ellipse est extrêmement allongée et à 2 branches, donc pratiquement rectilignes. Le plan de l'orbite est à 320 000 km à peu près de la Terre. La période de l'orbite est d'1 semaine, donc alors que généralement ce genre d'installation orbite en 1 heure, 1 heure 30, 2 heures. Donc là, 1 semaine. La configuration de la station spatiale, donc on retrouve un petit peu le principe de l'ISS, proposé par la NASA avec ses partenaires. Donc on retrouve les Japonais, l'Agence spatiale européenne, les Canadiens, et puis, si j'avais le pointeur, au milieu, un système
à plusieurs entrées, donc qui est destiné normalement à Roscosmos, donc l'agence spatiale russe. Voilà une autre configuration. Donc là, on a la station spatiale et le vaisseau Orion à droite. La mission Artemis 1, donc, elle a eu lieu l'an dernier, une mission de démonstration sans astronautes, destinée à faire un parcours complet jusqu'aux distances extrêmes qui pourraient être atteintes pendant ce programme. Et donc la démonstration de la validation et validation des systèmes vides, des systèmes utilisés par les astronautes, des systèmes de docking, etc., etc. Donc cette mission a eu lieu, c'est très bien passé. La mission Artemis 2, donc, qui va emmener 4 astronautes, en principe l'année prochaine, en orbite autour de la Lune, sans alunissage. Et puis la mission Artemis 3, qui se fera sans la station Gateway, parce qu'elle n'est pas prête, et qui permettra donc de mettre 2 astronautes, et en principe un homme et une femme sur la Lune. Première démonstration de l'alunissage d'un équipage. Alors le Human Landing System, la partie descente vers la Lune, et qui est confiée à Elon Musk. Vous voyez ce lanceur particulièrement ambitieux, qui est un petit peu la copie de Objectif Lune et on a marché sur la Lune. Une fusée qui se pose à la verticale sur la Lune. C'est pas encore démontré, mais le vol qui a été fait hier, le vol Heavy Lift de Elon Musk, donc qui est un lanceur assez conforme à cette forme-là, a fait effectivement, c'est le 4e vol qui a été complètement réussi. Mais il en faudra d'autres avant de considérer que ce système est qualifié pour la mission ici. Alors je vais essayer de faire marcher le pointeur. Ouais. Alors, pour avoir ce lanceur prêt à descendre sur la Lune, le lanceur Heavy Lift que je viens de vous montrer, le HLS, il va falloir utiliser de l'ordre de 7 à 9 lanceurs identiques pour ravitailler celui-là en carburant. Donc c'est un projet un peu particulier, mais bon, Elon Musk nous a habitués à ce genre de choses. Donc il sera, une fois qu'il sera arrivé en orbite terrestre, 7 lanceurs vont faire le complément de carburant qui lui permettra d'aller se mettre en orbite autour de la Lune et être capable d'accueillir l'équipage qui, lui, partira seulement à ce moment-là de la Terre sur cette fusée de la NASA, avec le vaisseau Orion que l'on voit ici dans sa configuration de retour sur Terre. Donc les astronautes seront transférés à ce véhicule qui se posera sur la Lune comme vu sur l'image précédente. Il restera une semaine pour la première mission et puis reviendra, sera transféré à nouveau vers son vaisseau retour et reviendra sur Terre. Voilà, je reprends l'autre. C'est aussi compliqué que d'aller dans l'espace. Hein. Bon, j'appuie sur le bon bouton. Alors, un peu de grand futur, un peu de rêve. Les grands challenges du futur. Voilà. Bon, ça ne veut pas. Bon. Mission lointaine. Donc, mission lointaine, ça commence par la Lune, puis après ce sera Mars, et puis l'exploration de l'espace lointain. Bon, mission en banlieue terrestre. Bon, ben, marche pas bien. Hein. Bon, désolé. Éloignement parfois considérable, délai et contraintes liées à la vitesse de la lumière. Oula. Bon.
Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, éloignement parfois considérable, délai et contraintes liées à la vitesse de la lumière. Ça a l'air un petit peu étonnant quand on parle de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière qui nous paraît très élevée, un peu plus de 300 000 km à la seconde, qui permet d'aller sur la Lune en un peu plus d'une seconde, eh bien, ça devient aujourd'hui une limite par sa lenteur. Le jour où on sera sur Mars, ce qui va sans doute arriver, si vous décidez d'appeler quelqu'un, passer un coup de téléphone à un de vos proches sur la planète Mars, le téléphone va sonner 8 minutes après que vous ayez appelé. Et puis quand vous allez parler, pareil, le message mettra 8 minutes. Le retour mettra 8 minutes, donc un quart d'heure aller-retour. Donc on ne peut plus, dès qu'on s'éloigne un peu de la Terre, dès qu'on arrive même vers la Lune, on ne peut plus réellement converser et avoir des liaisons directes, des transmissions de messages directs et surtout des prises d'action instantanées télécommandées par la Terre. La vitesse de la lumière est trop lente. Où allons-nous? Avons-nous le temps? Alors, un petit diagramme qui est... Alors, je reprends mon pointeur. Quelques chiffres et qui nous amènent à notre présent. Le Big Bang, notre univers tel qu'il est défini aujourd'hui, tel que nous le percevons, tel que nous le sentons, nous le voyons, comme vous le décrivent nos astrophysiciens ici présents. Donc ce grand Big Bang qui a été le moment de la création de notre univers, en tout cas de celui que l'on perçoit aujourd'hui, un peu moins de 15 milliards d'années. Et un chiffre qui est même un peu discuté, mais c'est eux qui vous le diront. 4 milliards et demi d'années, le système solaire. 3 milliards et demi d'années, le début de la vie dans le système, sur Terre. Mais personnellement, je pense que la vie s'est installée dans le système solaire en même temps que la Terre. Ça serait étonnant que ça soit passé différemment. 3 milliards et demi d'années et 650 millions d'années, une vie organisée. Et puis alors, 6 millions d'années, 6-7 millions d'années, on arrive sur cette espèce de grand plongeoir. Et les premiers bipèdes, donc nos ancêtres, des singes, des demi-singes, des grands singes, des petits singes, des roseaux-singes, et puis ça continue, et puis on arrive, alors là c'est tout près, le quasi-présent, 300 000 ans, ça c'est nous, les humains. Vous voyez donc la différence entre 300 000 et 15 milliards. Il a dû s'en passer des choses avant cette période-là. Voilà, je change d'appareil. J'espère que vous rêvez un peu, là, je n'entends pas de... Alors, le truc, il ne marche pas. Bon. Alors, quelques chiffres, on arrive à la fin. On vous parle, et vous entendez certainement comme moi, de temps à autre, une arche de Noé, des exoplanètes, on peut aller ailleurs, il y a des planètes prêtes à nous accueillir. Alors ça, vous oubliez, surtout pour les jeunes, vous oubliez, on n'a qu'une planète, la nôtre, il faut bien s'en occuper, c'est notre arche de Noé, parce que quelques chiffres que je vais vous montrer. Donc aujourd'hui, on vole dans l'espace à 8 km par seconde, c'est quand même pas mal, ce qui nous permet de faire le tour de la Terre en 1h30. Imaginons qu'on soit capable d'atteindre le centième de la vitesse de la lumière, 3000 km à la seconde.
c'est quand même beaucoup plus. C'est pas le tour de la Terre en 1 heure et demie, c'est le tour de la Terre en 3-4 secondes. C'est un Paris-New York en 1 seconde. Donc, on en est loin. On en est loin. Et alors, je change d'instrument. Donc, imaginons qu'on y arrive. Bon, le truc, il ne coopère toujours pas. Donc, ces fameuses exoplanètes dont on nous vante la qualité, etc., la faculté de remplacement, à cette vitesse fabuleuse, quand même, centième de la vitesse de la lumière, eh ben, il nous faudrait 4 siècles pour rejoindre la plus proche. 4 siècles. Donc, l'arche de Noé extraterrestre, il faut oublier. C'est pas pour moi, c'est pas pour vous, même les plus jeunes, et c'est pas pour les générations qui viennent. Donc, le message, c'est occupons-nous bien de la nôtre. Parce que, alors, quand on nous dit aussi on peut ressusciter Mars, alors ça, c'est les baratins de Elon Musk, on ne ressuscite pas un mort dans un cercueil. Mars est mort et enterré depuis quelques millions d'années, peut-être même plus, et c'est fini Mars. On pourra installer une base martienne scientifique, mais ressusciter Mars pour s'y installer, pareil, ça c'est du baratin de journalistes. Voilà. Alors, petite image, puisqu'on est. J'espère que. Alors, je reprends mon pointeur. J'espère que dans cette grande nébuleuse interstellaire que vous voyez là, ce grand nuage de poussière, devant, vous voyez quelques étoiles de notre galaxie, de la Voie lactée. Et j'espère que vous voyez dans ce nuage une tête. Est-ce que vous voyez une tête? Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un? Alors là, c'est le quiz. Si vous avez trop dormi, donc, qui a reconnu quelqu'un? Qui? C'est qui? Ah ben bravo. Les jeunes Einstein. Ben bravo. Hein, effectivement, vous voyez ce... Et les yeux, petit bout de nez, la chevelure hirsute, Einstein, la langue, etc. Et voilà, donc et la suite, regardez bien. Bon, si ça veut marcher, ce truc-là. Bon, c'est... Hein. Oh. Voilà, un petit clin d'œil. On espère que ça a réveillé les scientifiques qui sont là. C'est quand même un beau clin d'œil. Un beau clin d'œil. Et donc, je pense que ça, c'était... Alors, voilà, terminé. Nos devises à tous pour survivre sur notre petite planète. J'ai emprunté des devises qui sont chères au milieu que j'ai fréquenté avant. Faire face, Georges Guinemer, faire face. Qui ose gagne, maréchal de Lattre de Tassigny. Et après, ça vient un peu plus de chez vous. Tous pour un pour tous. D'accord? Bon, réveillez-vous, c'est fini. Donc je crois que c'était prévu questions-réponses, donc il reste un quart d'heure, 20 minutes. Bon, pas de questions? Le micro arrive. Ouais, je suis curieux de savoir. Pensez-vous que les gens... Oula, on n'entend pas bien. Là. Pensez-vous que les gens, et même les jeunes, savent que sur Apollo 11, ils naviguaient au sextant? Et... Non, j'ai pas compris. Ils pointaient, ils avaient 2 sextants, ils pointaient les étoiles pour savoir où ils étaient, alors que maintenant c'est GPS, c'est tout automatique. Non, je n'entends pas bien. Hein.
conscience que sur Apollo 11, ils calculaient leur route au sextant. Oui, effectivement, c'est bien de rappeler le progrès en matière de navigation depuis cette époque et à aujourd'hui. Sachant néanmoins que les systèmes de navigation hyper sophistiqués que nous utilisons aujourd'hui ne sont applicables qu'en banlieue terrestre, donc en aéronautique. Les essais qu'on a faits sur l'ISS des GPS, de la navigation GNSS, GPS, à très haute altitude n'ont pas été concluants. Et quand on va retourner sur la Lune, on sera à nouveau contraint d'utiliser la navigation à partir de repères dans l'espace, de repères d'étoiles, d'horizon de la Lune, etc. Donc mais ce sera automatisé sur des systèmes automatiques, alors qu'à l'époque des Apollo, c'était effectivement comme sur un navire aujourd'hui ou dans un avion de l'époque, avec les systèmes de navigation classiques. Donc on a une évolution très rapide en moyens de navigation circumterrestre et d'altitude aéronautique, mais pas pour la Lune, pas pour l'espace. Dans les articles qu'il y a sur les médias, on entend souvent qu'aujourd'hui, on ne sait plus retourner sur la Lune, qu'on n'a plus la technologie. La technologie a évolué, mais qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'on ne le fait pas à même niveau de risque aujourd'hui qu'à l'époque où ça a été fait, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on dit ça, que c'est plus difficile? Effectivement, les choses ont beaucoup changé. À l'époque Apollo, c'était en quelque sorte remporter une victoire dans cette compétition avec les Russes. C'était démontrer qu'on arrivait avant eux. Donc c'était une aventure à haut risque. Les missions Apollo, on a une qui s'est quand même presque mal terminée. Et on a arrêté les vols Apollo un peu pour cette raison. Il restait encore 3 ou 4 missions à faire qui n'ont pas été faites parce que les risques étaient trop élevés. Aujourd'hui, on ne veut plus prendre ces risques. Ce n'est plus une compétition. Les Américains disent la Lune, on y est allé il y a 50 ans. Donc si quelqu'un d'autre y va aujourd'hui, on a des chances que les Chinois y débarquent prochainement. Mais la position américaine, c'est de dire, bon, très bien, bravo les Chinois, mais nous, on l'a fait il y a plus de 50 ans. Donc, pas de prise de risque, et avec de l'argent public, on ne veut pas prendre de risque. Donc, les missions Artemis dont je vous ai parlé se font sur un principe de prise de risque limitée. Donc, on a de fortes chances que ça se passe comme pour l'ISS, qu'on ait des véhicules éprouvés, qualifiés, etc., qu'on aille lentement vers la Lune. Les Chinois risquent de débarquer avant que Artemis, la première mission Artemis, n'arrive sur la Lune. Mais ça ne dérangera personne. Le principe, c'est pas une guerre, on ne prend pas de risque avec de l'argent public. Alors, à côté de ça, il y a un autre risque, c'est que des privés, des milliardaires, arrivent avant la NASA. Donc c'est un risque qu'on accepte, que c'est pareil, ce sont des gens qui prendront physiquement beaucoup plus de risques que la mission Artemis, je répète, sur fonds publics. Si les milliardaires veulent risquer leur vie ou risquer la vie des autres en faisant n'importe quoi pour aller sur la Lune, c'est un peu comme le Vendée Globe. Les gens du Vendée Globe prennent de gros risques, c'est un choix, mais ils ne font pas ça avec des fonds publics, ou pas beaucoup. Voilà, c'est ça le changement, et la réponse, elle est prête. On y est allé, on y retourne dans des conditions différentes, mais on ne prend pas de risques.
Ariane 6 va partir pour son premier tir cette semaine. Est-ce que vous avez des informations sur les programmes à venir européens de vol habité? Pas grand-chose. Moi, je travaille de l'autre côté de l'Atlantique. Mais comme il n'y a pas de secret sur ces programmes, donc l'Europe a effectivement l'intention de mettre en place, mais un peu à la même vitesse que la NASA, avec une rentabilité de l'investissement sur fonds publics, et d'avoir un programme de vol habité indépendant au niveau de l'Europe. Mais ça ne se fera pas vite. Il faut voir déjà le rapport des budgets. Le budget de l'ESA, c'est à peu près le quart du budget de la NASA. La NASA, c'est de l'ordre de 22, 23, peut-être 24 milliards de dollars. Et l'ESA, ça doit être de l'ordre de 4 milliards de dollars. Et donc on n'a pas les mêmes moyens. Donc l'ISS va être abandonné relativement vite. Dès que le programme Lune sera bien emmanché, l'ISS sera abandonné. L'ISS coûte aux Américains, coûte à la NASA, pareil, l'équivalent du budget de l'ESA par an. Et on a souhaité vendre partie de l'ISS, mais c'est invendable. Personne n'est intéressé par un système dont le maintien en orbite, l'exploitation, etc., est aussi cher. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir quel était votre souvenir dans l'espace le plus drôle, le plus remuant. C'était votre... Parlez plus fort. Pardon. J'aimerais savoir quel est votre souvenir dans l'espace le plus drôle, le plus mouvant, le plus agréable. Et aussi, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aimeriez nous reparler de votre sortie extravéhiculaire. Donc ça, je sais que c'était pas très drôle, mais j'aimerais bien vous l'entendre nous la raconter. Alors, le souvenir le plus drôle, vous savez peut-être, et en tout cas je vous l'apprends éventuellement, que là-haut, on vit comme sur un bateau, c'est-à-dire que l'équipage fait son travail dans un programme horaire qui est calqué sur celui de la Terre. On a nos repas en général ensemble à la même heure, et puis on va se coucher ensemble. Et c'est le sol qui assure la surveillance et qui intervient en cas de besoin. Alors il m'est arrivé lors de mon deuxième vol d'avoir à mes côtés un bon dormeur. Alors moi aussi j'étais un bon dormeur, mais comme il ronflait, il me réveillait, puis il réveillait tout le monde. Et un jour, une nuit, donc on a détaché son sac de couchage, et en apesanteur c'est facile, on l'a amené tout doucement vers l'extrémité de la station où étaient entreposés tous les conteneurs, en particulier les conteneurs en aluminium vides qui étaient attachés par des ficelles, et on l'a lâché là-dedans et on est revenu dormir. Et 1 heure ou 2 après, on a été réveillé par un concert de casseroles. C'était notre ronfleur qui se réveillait au milieu des conteneurs, puis il avait dû taper sur un des conteneurs qui a tapé sur les autres. Donc ça fait un gigantesque vacarme. C'était notre médecin, mais comme il n'y avait jamais eu personne de malade à bord, il était là pour rien. Donc il était très vexé quand on lui a expliqué pourquoi il s'était retrouvé là-bas. Et on ne l'a pas entendu de la journée. Et ça a été le... Voilà, donc heureusement qu'on n'est pas tombé malade ce jour-là, parce que je pense qu'il aurait refusé de nous soigner. La sortie extravéhiculaire est un merveilleux souvenir. En soi, c'est être dehors, on oublie très vite le scaphandre, comme on flotte, donc on a vraiment l'impression d'être
en short dans l'espace. Et la nuit en particulier, parce qu'on parlait tout à l'heure et on va reparler dans le cadre de nos entretiens de la voûte céleste. Imaginez cette voûte céleste en orbite, donc sans le moindre nuage, sans le moindre obstacle. C'est absolument fabuleux. Vous voyez une sphère, une portion de sphère céleste phosphorescente. Toutes les étoiles, alors elles sont toutes de la même couleur, mais ça donne une illusion de phosphorescence. Donc ça, c'est le côté fantastique du souvenir de la sortie. Les nuits, on en a passé 4, je crois, là-haut. Par contre, les mauvais souvenirs commencent vers la fin. On avait eu pas mal de problèmes avec une antenne. Notre sortie donc, a été beaucoup plus longue que prévu. Et à la fin, j'avais sur mon home une couche de buée qui était due à un dysfonctionnement du système de ventilation. Petit à petit, cette couche de buée devenait de plus en plus épaisse. Dehors, ça ne posait pas trop de problème. Je voyais à travers cette pellicule d'eau. Quand on est rentré dans le sas de retour, et là, il ne nous reste plus beaucoup d'autonomie. Là, je ne voyais plus rien et j'étais responsable de la fermeture de la porte extérieure avant que mon collègue russe qui me tournait le dos puisse mettre en route la pressurisation du sas et notre accès à la station. Et hélas, ma première tentative n'a pas fonctionné. Donc j'ai changé la position de la porte et je ne voyais toujours rien, donc tout était au jugé. J'ai tenté une deuxième position et puis ça ne marchait toujours pas. Donc là, je commençais à être un peu inquiet parce qu'on savait qu'il ne restait plus que 5 à 6 minutes d'autonomie d'oxygène. Et au moment où j'allais déverrouiller la porte pour tenter une troisième position, une petite voix derrière la tête qui m'a dit « la ficelle, la ficelle ». Et là, je me suis souvenu instantanément que le cosmonaute russe qui était sorti avant moi m'avait dit avant que nous on parte, on m'avait dit « ah, la poignée ». Alors c'était un peu un bricolo russe parce que le sas n'était pas le sas final de Mir, c'était un peu un truc bricolé pour nous permettre d'aller dehors. Donc il y avait une poignée amovible pour fermer cette porte. Et lui il me dit je l'ai accrochée avec un lacet parce que si vous, en sortant, vous tapez dans la poignée et qu'elle se barre, là, terminé, vous ne pourrez plus rentrer. Et donc, là, j'ai entendu une petite voix, la ficelle, la ficelle. Et effectivement, c'est la ficelle qui s'était emberlificotée dans le système de verrouillage, mais c'était in extremis, parce que j'étais en train de tout déverrouiller. Mais bon, si c'était arrivé, aujourd'hui, au lieu de vous faire la conférence là dans la salle, je vous l'aurais faite depuis là-haut. Hein. Voilà. Bon, vous voyez, je pense que